Moins 2 jours avant le premier tour des élections législatives en Guyane, la campagne prendra fin ce soir à minuit. Pour les candidats, l'heure est déjà au dernier meeting, dernier déplacement sur le terrain et distribution de tracts avec la population. Ce matin, focus sur la première circonscription avec la candidature de Jean-Yves Mirakov, le candidat NFG Nouvelle Force de Guyane, qui se présente pour la première fois après avoir été le remplaçant il y a 2 ans de Myrta Catier. 3 priorités pour lui: pouvoir d'achat, désenclavement et foncier. Jean-Yves Mirakov, bonjour. Oui, bonjour auditeurs donc de Radio Pays. Bonjour la Guyane et belle bonjour tout le monde. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Yves Mirakov, pour répondre à nos questions. Déjà, qui êtes-vous ? On va commencer par là, on va commencer par l'essentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent, qui ont peut-être vu votre visage sur certaines affiches et qui ne connaissent pas votre parcours, qui vous êtes et ce que vous avez fait. C'est ça, vous avez raison. Je suis père donc de 5 enfants, je suis Mirakov Jean-Yves, donc père de 5 enfants. J'ai eu un parcours atypique, tout d'abord professionnel, où j'ai été amené à travailler de par ma fonction de directeur commercial au sein d'une grande multinationale dans les transports aériens, sur lequel j'ai pu travailler sur les Antilles, sur l'arc antillais, jusqu'à Cuba, en passant par Haïti, Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Également diverses fonctions que j'ai dû prendre sur l'Est de la France avec directeur régional Grand Est, Strasbourg, Mulhouse. Toutes ces expériences-là, bien sûr, c'est au cours de 35 bonnes années sur lesquelles j'ai pu m'émanciper et acquérir beaucoup d'expérience dans la négociation, dans la vente, dans le commercial, également dans le budget, dans les montages de dossiers. Donc, toutes ces choses-là m'ont permis aujourd'hui de pouvoir dire je peux être un candidat, un profil intéressant en tous les cas sur un poste de député. Et comment, à partir du coup de cette expérience professionnelle-là, vous vous êtes dit j'ai envie de continuer dans la politique cette fois-ci ? La politique a toujours existé dans mes pensées, j'ai toujours été politique. J'estime que dès le matin quand je me réveille, je fais déjà de la politique. D'accord ? Donc moi la politique a toujours été au cœur de mes discussions dans ma famille et tout, même encore ce matin, hier je suis passé chez ma mère, elle a mon affiche dans son salon et elle me dit c'est bien mon fils, et elle me dit en créole au moment qu'est prié bao. Donc vous voyez, donc la politique pour moi n'est pas une nouveauté, ça a toujours existé, sauf que lorsque vous êtes loin et que vous vivez un certain nombre de choses, vous arrivez régulièrement en Guyane et que vous constatez que depuis des années, les choses ne changent pas et le pays souffre de plus en plus de manque d'infrastructures, de besoins, les besoins ne sont pas comblés, on considère qu'il y a un déficit à tous les niveaux. On vient de parler d'ailleurs d'Apatou. Moi, je soutiens le corps enseignant. Comment se fait-il qu'on peut enlever des SECPA à Apatou ? Moi, j'étais enseignant. Attention, avant d'être je peux le dire, je sais pas, à Air France, mais je le dirais, j'étais enseignant, j'ai fait 2 années d'enseignement et je peux vous dire que l'enseignement, c'est la base, quoi. Si on n'est pas capable d'assurer la base pour sauver nos jeunes, qu'est-ce qu'il adviendra de ces jeunes après ? C'est quoi ? C'est cette inertie finalement que vous avez constatée sur le territoire guyanais qui vous a poussé à vouloir vous engager en politique, parce que vous l'avez dit, vous aimez la politique, mais après tout, c'est pas parce qu'on aime la politique qu'on va se présenter à une élection, Jean-Yves Mirakov. Mais c'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut faire le pas, quoi. On se dit, si on reste là, on ne fait rien, et puis on considère qu'on laisse la voie libre à certains qui pensent avoir la science infuse avec des égos surdimensionnés, et que si on les écoute, ils vont révolutionner la Guyane. Moi, je dis qu'il faut autre chose. Et donc aujourd'hui, il faut mettre les 2 pieds dans le plat, et c'est ce que je fais, et je propose une alternative intéressante aujourd'hui au peuple guyanais. On assiste, selon vous, trop à une bataille d'ego dans ces élections législatives en Guyane plutôt qu'à un vrai débat sur le fond, les idées, le programme ? Je dirais pas ça, mais effectivement, il faut quand même parler aussi du programme, parce que les habitants sont quand même à l'écoute, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on propose. Quand je regarde, effectivement, ils parlent tous de la même chose. Nous parlons tous, en gros, de gros items. Après, ce qui va nous différencier, c'est la manière de l'amener, c'est la manière de le porter au gouvernement. Et c'est là que je demande aux habitants, aux électeurs, aux électrices, d'être suffisamment pertinents de leur analyse et d'avoir du discernement et pour savoir, effectivement, quelle méthode qu'on aura choisir aujourd'hui. Alors on reviendra évidemment dans quelques minutes sur la méthode et sur la posture, parce que vous venez de le dire, évidemment c'est un point important, mais d'abord j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'a mis en avant Emmanuel Macron après avoir annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai dissous pour clarifier le positionnement politique des uns et des autres, c'est ce qu'il a dit pour expliquer son choix. Est-ce que vous avez l'impression, Jean-Yves Mirakov, qu'on assiste à la même chose en Guyane, une clarification des forces en présence pour que tous les électeurs en fait soient capables de dire finalement oui, je comprends qui est qui et qui propose quoi? Mais justement, c'est l'occasion qui nous est proposée à travers cela pour que chacun clarifie son positionnement politique et puis qui clarifie également la ligne de conduite qui va amener et que la population comprenne quelle est la feuille de route. Aujourd'hui, je suis quand même un peu déçu de voir qu'il y a encore des candidats sans étiquette. Sans étiquette, ça ne veut rien dire.
On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, moi, je suis soutenu, j'ai été investi avec mon suppléant, Louis-Mike Calumet, par mon parti Nouvelle Force de Guyane. Nous sommes un parti de gauche, hein, d'accord, de gauche moderne, pas des extrêmes, d'accord. Et nous avons cette faculté de pouvoir adapter nos décisions en fonction de l'utilité. Si quelque chose est utile pour la Guyane, on votera. Si on considère que ce n'est pas dans nos prérogatives et que ça n'apportera rien pour la Guyane, ou en tous les cas que c'est négatif, on ne votera pas. Donc c'est vrai que nous aussi, on doit être un peu plus clair pour la population, bien se positionner et éviter des espèces d'entourloupes comme on a connu auparavant. Ça veut dire quoi, gauche moderne ? C'est une gauche qui est évolutive, qui veut dire qu'on est capable d'entendre également des propositions de droite. On est capable aussi de savoir les analyser. Et puis nous positionner là-dessus. Donc gauche moderne, ça veut dire gauche centriste, d'après ce que je comprends ? Un petit peu, oui. Tout à fait, ouais. Un peu gauche centriste, mais et puis la gauche moderne, nous on inclut aussi tout ce qui est environnement, on touche aussi à tout ça. On est très sensible également à la partie écologique. Vous êtes, comment dire ça, Jean-Yves Mirakov, le candidat de quelle ligne politique ? J'ai bien compris gauche moderne, mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Je vous pose cette question parce qu'il y a encore quelques années, je me souviens, la mode c'était ni gauche ni droite, les partis politiques c'est terminé, l'intérêt de la Guyane avant tout. Là, je trouve quand même qu'on assiste à une repolarisation de la vie politique avec des candidats en Guyane qu'on arrive à situer sur le spectre politique. Où est-ce que vous vous situez, vous, Jean-Yves Mirakov, et sur quelle thématique, on va dire finalement ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant durant ces élections ? Moi, j'ai envie de mettre en avant également l'humain. Je trouve que l'humain n'a pas été assez pris en compte en Guyane. Il y a des personnes qui prennent des décisions, qui ont certaines postures, mais on ne prend pas suffisamment, je pense, l'intérêt de l'humain dans le pays. Aujourd'hui, donc, la Guyane souffre de beaucoup de manque d'infrastructures, on manque d'emplois, on manque d'éducation, on manque de transport, les gens n'arrivent pas à se déplacer. Est-ce qu'au bout d'un moment, certains se mettent à la place des autres et se disent, est-ce que vraiment on est bien ? Est-ce que la population est bien ? Et c'est ça, en fait, notre positionnement de gauche, c'est de surtout penser à l'humain. D'accord, le développement économique, c'est bien, mais il ne faut pas opposer développement économique et écologie. Je pense qu'il y a manière de faire ensemble. Il faut avoir un peu d'intelligence politique. Donc voilà un peu notre credo. Hein. C'est un peu ça. Ça veut dire quoi finalement ? Que l'humain, la vie concrète des Guyanaises et des Guyanais, elle n'est pas suffisamment mise au centre de tous les débats là qu'on entend, on va dire, depuis ces 2 dernières semaines ? Mais tout à fait. Si jamais on avait un peu plus de temps de campagne, je pense qu'on aurait été un peu plus précis, on aurait été en profondeur, mais on le voit, on vient d'évoquer le problème de SECPA à Patou, mais pas que, il y a plein de soucis, il y a la vie chère, il y a l'essence, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à avoir les leviers nécessaires pour comprendre comment on arrive à payer plus de 2 € le litre d'essence, vous voyez. On manque de crèches. Jusqu'à maintenant, il y a des enfants qui n'arrivent pas à rentrer en crèche. L'école, c'est un véritable souci. Il y a un gros travail à faire avec l'éducation nationale, avec le rectorat. Et puis, voilà, c'est un travail de concertation pour savoir vers où nous voulons aller. Nous avons des statistiques, nous savons quel est le taux de croissance en Guyane. J'ai l'impression qu'on ne travaille pas avec les éléments et qu'on est un petit peu dans sa bulle. Et puis voilà, c'est du moi-je et moi-je. Votre premier combat, Jean-Yves Mirakov, si vous êtes élu, c'est quoi ? C'est quel sujet ? C'est quelle thématique ? Et surtout, de quelle manière vous comptez l'amener finalement dans les débats au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale ? Alors, il y a des grands thèmes hein, qui sortent et que tout le monde en parle. Hein. Donc, les véritables thématiques aujourd'hui, c'est surtout donc, le désenclavement et puis la santé, que j'ai mis beaucoup en avant. Parce que je le répète, hein, la santé est au centre de tout. Hein. Si vous n'avez pas un système de santé suffisamment robuste pour la population, donc une population qui est mal soignée n'est pas une population qui peut évoluer normalement. D'accord ? Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi non plus qui suis à l'origine. Mais on sait qu'il y a un CHRU qui est prévu. Donc mon rôle sera donc de mener à bien les travaux avec les responsables de ce CHRU, voir ce qu'on met dedans, comment on va le monter. Aujourd'hui, il est question de faire quelque chose de neuf. Il y a quand même sur la table le fait de dire pourquoi pas repartir sur un outil tout neuf. Moi, je suis un peu plus pour cette option. Hein, parce qu'on le sait très souvent que faire du neuf avec du vieux, ça n'a jamais été forcément une réussite. Et donc savoir également comment accompagner l'attractivité, faire venir du personnel, monter des plateaux techniques intéressants pour pouvoir... vous savez, la santé, c'est vraiment pour moi à l'origine de tout, ainsi que le désenclavement. Mais je veux dire pas la santé, j'ai quand même quelque chose à défendre là-dessus, parce que je trouve que quand on n'est pas dans le cas, tant que vous n'avez pas une famille qui a subi de graves problèmes de santé ou carrément qui est décédé,
pas à cause du niveau du personnel, hein. Ça peut être pour diverses raisons et variées. Tant qu'on n'est pas concerné, on ne se rend pas compte de l'importance d'avoir des plateaux et d'avoir un niveau de santé qui se rapproche quand même à celui de l'Hexagone. Vous l'avez dit, hein, je pense qu'aujourd'hui tout le monde, tous les candidats évidemment sont pour une meilleure santé en Guyane et pour un désenclavement. Maintenant c'est un des mots désenclavement qui est dans la bouche de quasiment tous les candidats sur d'ailleurs les 2 circonscriptions. Concrètement, comment est-ce que vous comptez y arriver? Quelles mesures, quels projets, quels accompagnements de votre part si vous êtes député sur cette question-là du désenclavement? Et ensuite j'aimerais qu'on revienne sur la santé. Le désenclavement, donc on le sait, il reste 30 millions. Le gouvernement doit nous verser 30 millions pour continuer la route entre Maripasoula et Papaichton. Donc le rôle du député sera donc de veiller à ce que ces choses se fassent dans les délais, que le versement se fasse dans les délais, d'accord? Donc ça c'est une première partie. La deuxième tranche qui a été promise avec une étude au génie militaire sur la route Apatou-Papaichton, donc entre 150 et 180 km de route. Aujourd'hui on a à peu près une fourchette. On sait qu'il y a un tracé qui devrait être fait, qui est particulier, qui est aussi pas aussi simple que ça. Là vous traversez quand même beaucoup de petits ruisseaux, et il faut quand même faire attention et aussi protéger donc la nature. Donc il y a tout un aspect technique de cela, et donc moi en tant que député, c'est travailler également avec le génie militaire, travailler également avec donc tout ce qui concerne les organismes qui vont travailler autour de ce dossier. J'aurais aimé avoir un regard et également le présenter à la population et le projet et le porter auprès du gouvernement. Donc Jean-Yves Mirakov, député, finalement soutient les annonces qu'Emmanuel Macron a faites quand il est venu en Guyane il y a quelques mois. Je soutiens toujours tout ce qui est développement de la Guyane. Mais sans autres propositions. Désenclavement, c'est aussi le désenclavement aérien, c'est le désenclavement intérieur de la Guyane, mais c'est aussi celui qui relie la Guyane au reste du monde et à l'Hexagone. Sur ces sujets-là, qu'est-ce que vous proposez? Vous m'avez parlé effectivement donc de la route, mais le désenclavement pour moi il n'est pas que la route. Forcément, il aurait fallu avoir carrément des états généraux de la mobilité en Guyane. La mobilité, on sait très bien que c'est pas que la mobilité terrestre, on sait très bien qu'il y a l'aérien. Il y a également le fluvial. Aujourd'hui, on a quand même des fleuves qui sont très intéressants et il faut regarder de plus près ce qu'on peut faire sur le Yapok, ce qu'on peut faire sur le Maroni et d'autres, notamment l'Oyac, etc. Je crois que faudra pas se priver d'avoir des contacts avec Voies navigables de France qui puissent porter une antenne en Guyane et faire des études avec nos Guyanais, qui sont les mieux placés également pour savoir comment sont faits nos fleuves, etc. Nous avons donc des gens qui depuis des illustres et des années remontent et sillonnent le Maroni. Donc il faut travailler aussi avec ces gens-là, avec des locaux qui ont cette connaissance du fleuve. Avec Voies navigables de France, ça peut, je crois, donner quelque chose d'intéressant au niveau du transport fluvial. Sur l'aérien, mais bien évidemment, sur l'aérien, c'est mon dada en plus, puisque je suis moi-même très, très concerné par l'aérien. Donc oui, l'aérien, il faut remettre aux normes déjà les aérodromes. On a un peu laissé à l'abandon ce qui existait déjà. Donc remettre aux normes les aérodromes, accompagner la CTG. C'est pas moi en tant que député. Moi, je n'ai pas de budget, on est bien d'accord. C'est pas Jean Mirakov qui va développer 10 millions d'euros. On est bien d'accord. Donc, mon rôle là-dessus, ce sera quand même d'impulser, d'écrire, de discuter avec la CTG, avec l'exécutif local, remettre à niveau ces aérodromes. Moi, quand j'entends parler de Wanari, quand je parle d'aérodrome, Wanari, Saint-Georges, il faut remettre. C'est pas peut-être forcément tout le monde qui voudrait prendre la route. Pourquoi pas recréer une liaison 1 fois ou 2 fois par semaine sur Saint-Georges. Pour moi, c'est pas une ineptie d'aller dans ce sens. Remettre à niveau Maripasoula, Papaichton, Saint-Laurent, de manière à pouvoir justement créer une attractivité aérienne, parce qu'en fait aujourd'hui c'est ça le problème. Ce qui coince, c'est que quand une compagnie aérienne veut se positionner, elle regarde un peu tout ça, comment les infrastructures, est-ce qu'elles sont là, les infrastructures, de quelle manière, comment ça fonctionne. Donc si on veut se donner les moyens d'avoir une desserte intérieure suffisamment intéressante et cohérente avec des tarifs intéressants, effectivement, l'aménagement est très important. Et sur l'international, bien sûr, je me positionne, c'est aussi mon niveau. C'est quoi votre lecture d'ailleurs? Vous avez travaillé longtemps dans ce domaine-là. Le problème, où est-ce qu'il se situe? Et vous, député, est-ce que vous pourriez véritablement faire en sorte que les choses, elles évoluent un petit peu dans le bon sens? Parce qu'on le sait, les prix des billets d'avion ont énormément augmenté depuis ces dernières années. Ok. Là-dessus, il ne faut pas se mentir. On sait très bien, comme pour le pouvoir d'achat, que le problème se situe au niveau du monopole. Dès lors que vous n'avez pas suffisamment d'acteurs sur un marché, forcément, on a des difficultés à avoir des tarifs intéressants. Mais pas que. Pas que, ça c'est un aspect. Il faut savoir, sans pour cela défendre également les compagnies aériennes, par moment les marges sont assez réduites
puisque quand même vous avez des coûts assez exorbitants, notamment le fuel, des coûts d'approche, des coûts aéroportuaires. Mais je pense que quand même il y a matière à regarder ce dossier de plus près, à voir ce qu'on peut discuter avec la compagnie. Il y a matière aussi de voir avec le gouvernement pour des subventions plus intéressantes. Je pense à la Corse quand on parle de ça. La Corse, ils ont quand même un peu plus de subventions, voire même beaucoup plus de subventions que la Guyane. Pour la continuité territoriale, c'est évident entre les deux. Voilà, donc il faudrait amener, mais travailler les dossiers en profondeur et puis amener un dossier qui tienne la route, expliquer au gouvernement, à la population, communiquer sur comment nous allons interagir avec le gouvernement. Moi, je ne suis pas non plus contre qu'il y ait l'arrivée d'une 3e compagnie aérienne qui puisse également permettre de faire baisser les prix. De faire baisser les prix et puis que les Guyanais puissent voyager d'une manière un peu plus souvent. Justement, vous avez parlé du gouvernement, Jean-Yves Mirakoff, un bon député à vos yeux, j'ai même envie de dire un bon député pour la Guyane. Qu'est-ce qu'il doit faire et comment est-ce qu'il doit le faire? Il y a ce qu'on propose, mais il y a aussi évidemment la manière de faire, la posture, le positionnement par rapport au gouvernement, votre signature, je ne sais pas comment dire, Jean-Yves Mirakoff, c'est quoi finalement à ce niveau-là? Alors un député à la base, donc c'est un élu national, qu'on soit bien d'accord. Donc on n'est pas député de la Guyane, comme certains peuvent le penser, on est député français. Et si on est député français, donc on doit agir pour son pays. D'abord la Guyane c'est quelque part la France, c'est aussi l'Europe. Un député peut aussi interagir avec l'Union européenne, d'accord? Donc je considère qu'un bon député, c'est celui qui est à l'écoute de sa nation guyanaise, c'est celui qui, quand il est en circonscription, reçoit tout le monde, les élus locaux, les habitants, les associations, qui est capable de faire une synthèse des besoins, avec beaucoup de discernement surtout, et une fois qu'il est au national, à l'Assemblée, du coup il est capable de retranscrire à travers les lois. C'est vrai que c'est pas facile. Dire aux gens aujourd'hui que je vais faire une loi Mirakoff, j'aurais aimé, mais il faudrait que je trouve vraiment le bon créneau et avoir suffisamment de lobbying et de persuasion pour ramener le reste, si vous voulez, des députés autour de notre cause. C'est pas impossible. Ceux qui disent que faire une loi Mirakoff, par exemple, c'est mentir aux gens. Non, il faut essayer de voir qu'est-ce qui peut nous réunir autour d'une loi avec une spécificité guyanaise. Je rappelle que la langue française, elle est très particulière. Vous voyez, vous mettez une virgule, ça change de sens. Vous inversez les mots, ça change de sens. Et c'est ce qu'on demande aux députés. Est-ce qu'elle est capable de bien lire, bien comprendre les dossiers, de bien savoir comment il va présenter ces dossiers? Voilà ce qui me singularise. Et puis c'est l'exemplarité. L'exemplarité, c'est aussi quelque chose d'important. La pugnacité et l'efficacité. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. On n'a pas de résultat. Monsieur Mirakoff, Jean-Yves, c'est le réussir ensemble. C'est quelqu'un qui veut que sa nation guyanaise réussisse ensemble à l'évolution de la Guyane. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne, Jean-Yves Mirakoff, les débats, les promesses, les sujets qui sont mis en avant? J'ai parfois l'impression, en écoutant les candidats, comment dire, que chacun y va de sa proposition, qu'on présente pour la énième fois les grandes problématiques du territoire, alors qu'au final, ce n'est entre mille guillemets, qu'une élection législative, et la marge de manœuvre du député, on sait très bien au final qu'elle est quand même assez faible. La marge est faible, on ne va pas se mentir, mais je veux dire par là, il faut quand même avoir justement des députés qui soient capables de s'insérer dans cette petite marge. Quand bien même faible soit-elle, comme vous venez de l'évoquer, c'est justement rentrer dans cette marge et de trouver donc la posture qui va bien pour se faire entendre, être audible et pouvoir faire avancer les choses du territoire. Alors, question que je pose à tous les candidats, c'est sur l'abstention. Je ne vais pas redonner les chiffres. Tout le monde sait qu'une grande majorité de Guyanais n'iront pas voter samedi pour ce premier tour. Alors, il y en aura peut-être un petit peu plus qu'il y a 2 ans, c'est possible, mais on risque encore de se retrouver avec une participation sous la barre des 50%. Déjà, c'est quoi votre lecture de cette abstention, Jean-Yves Mirakoff? Mon analyse dans tout ça, c'est que l'abstention fera donc l'affaire des sortants. D'accord? Donc je dis à la population aujourd'hui, je dis à la population solennellement, si vous ne votez pas, si vous êtes dans l'abstention, c'est comme si vous donnez votre vote aux sortants. Donc sachez bien ce que vous voulez faire. Si vous voulez du changement, si vous voulez que les choses avancent et vous voulez d'autres candidats, d'autres postures et qui soient intéressantes pour le territoire, il faut aller voter, il faut vous positionner. Pas forcément voter pour moi. Je considère que nous sommes 5 candidats et que tout le monde a le droit de voter selon ses convictions. Mais si vous voulez du sérieux, quelqu'un de rigueur, qui a de l'expérience, l'exemplarité et pas mal d'atouts au niveau d'un parcours professionnel riche, avec une ouverture d'esprit, je suis le candidat qu'il vous faut. Jean-Yves Mirakoff, vous nous avez dit tout à l'heure que vous faisiez partie finalement de la gauche moderne et tempérée. On sait bien aujourd'hui que la gauche tempérée, finalement, elle se situe du côté du Parti socialiste. C'est quoi votre positionnement clair par rapport à Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, Jean-Yves Mirakoff?
On n'est pas Renaissance. Si vous voulez donc évoquer le fait que notre sénatrice, Oui. elle est dans le groupe Renaissance, je crois que c'est ce que vous voulez. Elle est dans le groupe de la majorité, d'accord? Mais elle n'est pas Renaissance, elle n'est pas du tout encartée Renaissance. Ça lui laisse quand même... Et pour quelle raison finalement il y a ce différentiel-là qui est fait? Tout simplement pour avoir la liberté de vote. Vous n'êtes pas encarté Renaissance, vous êtes dans un groupe de la majorité. Ça vous laisse quand même la latitude d'avoir un positionnement clair et précis. Quand c'est des lois qui sont dans le sens de la Guyane, vous votez pour. Et si c'est des lois que vous considérez qui n'ont pas d'impact, ou voire qui sont négatives au pays, vous votez contre. Donc c'est ça. Moi je dis, il ne faut pas se mentir. Tous ceux qui disent que moi je ne serai jamais dans une majorité, etc., je pense qu'il faut qu'ils se posent 2-3 fois la question. Parce que je me demande comment ils feront pour faire aboutir un certain nombre de choses si d'emblée vous êtes dans l'opposition. Et ça a été dit hier dans un certain meeting, je suis l'homme qui va faire opposition au gouvernement. Alors je dis aux Guyanais, réfléchissez bien. Dernière question, Jean-Yves Mirakov, c'est quoi les enseignements que vous tirez des élections d'il y a 2 ans? La candidate de votre mouvement, Myrta Cattier, n'avait même pas dépassé la barre des 1%. Comment est-ce que vous l'interprétez et en quoi ce que vous proposez aujourd'hui en 2024 est différent finalement de ce qu'il y avait en 2022? Je ne commenterai pas le résultat d'il y a 2 ans. Moi, je respecte... Je parlais pas de la personne, vraiment sur le fond, sur les idées. Ça, oui. Je respecte et la candidate et le fait qu'elle n'a peut-être pas réussi à rassembler autour d'un discours. Je respecte également le score. Moi, j'ai aujourd'hui, c'est autre chose. On est capable de proposer un binôme suffisamment intéressant à la population avec Mike Calumet, qui est aussi conseiller municipal à la jeunesse à la mairie de Cayenne, qui a aussi des idées à développer là-dessus. Et moi-même, avec toute cette expérience, on sait qu'en tous les cas, on fera plus qu'1%.